Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, clôture du Forum Afrique Développement ce vendredi. En marge des débats, les plans stratégiques de développement économique de certains pays ont été détaillés aux participants. Focus dans ce journal sur le plan émergence du Gabon. Et le plan Sénégal émergent, quant à lui, prévoit d'attirer de nouveaux investisseurs dans le pays, publics ou privés, africains ou extérieurs au continent. Ces investissements représentent un important pourvoyeur de devises. Le président sud-africain Jacob Zuma à l'origine d'une vive polémique. Il a en effet annoncé que les étrangers ne pourraient plus être propriétaires terriens dans son pays. Dernier jour donc du Forum international Afrique Développement organisé à Casablanca au Maroc et en marge des débats articulés autour de 3 thématiques: énergie, agro-industrie, infrastructure. Les plans de développement économique de certains pays ont été présentés. Ce fut le cas du Gabon, Aminata Diak et Diarra Ndiaye. Le Gabon, face aux nouveaux enjeux de développement, le pays jouit d'une stabilité macroéconomique et d'une bonne situation financière, mais de nouvelles règles lui sont imposées pour se préparer aux nouvelles perspectives de l'économie mondiale. Pour répondre à cette problématique, le gouvernement a décidé de passer par la formation, une voie pour s'insérer rapidement dans les secteurs porteurs de l'économie pour un développement compétitif et durable. La formation est essentielle. Le capital humain doit être la base et la clé pour la réussite de nos économies. Il s'agit pour le Gabon de répondre aux besoins du marché du travail. Il s'agit pour le Gabon de répondre aux besoins du marché des secteurs. Nous avons commencé et il y a tout un plan de développement de formation. Nous avons réorienté notre système de formation dans des secteurs clés, notamment dans le pétrole. Pour encadrer l'activité économique, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait aussi adopté en février 2014 le projet de décret portant création et organisation du Haut Conseil pour l'investissement. Cette structure a été mise en place pour promouvoir un véritable cadre de concertation et de dialogue public-privé. Elle a aussi pour objectif d'impulser des actions visant à encourager et assainir l'environnement des affaires au Gabon. Le Gabon a mis en place récemment un organe qui s'appelle le Haut Conseil de l'investissement. C'est un organe qui est placé sous l'autorité du chef de l'État et qui aura pour mission principale d'améliorer les conditions de dialogue du secteur privé, du secteur public-privé, en tenant compte des préoccupations du secteur productif. Et également, c'est un dispositif d'appui qui sera chargé de définir les priorités de développement du secteur privé et les orientations en matière d'investissement. Nous pensons là que cet instrument va permettre également de mesurer, et c'est en cela qu'il est important, de mesurer l'impact des réformes qui auront été prises pour regarder leur impact sur la performance globale de l'économie gabonaise, de façon à apporter des améliorations qualitatives aux besoins. Le Gabon affiche de bons indicateurs économiques avec un taux de croissance de plus de 6% en 2014. Ces performances devraient encore s'améliorer en 2015 avec une prévision de croissance fixée à 7,2%. Agriculture, secteur privé, infrastructure, autant de secteurs qui favoriseront l'émergence du continent. Mais il y a aussi les investissements étrangers injectés dans les économies qui représentent une manne financière loin d'être négligeable et même nécessaire. Focus sur le Sénégal qui dispose de nombreux atouts pour séduire ses investisseurs. Un sujet de la rédaction. Atteindre l'émergence, l'objectif commun à tous les pays du continent. C'est ainsi que chacun a identifié les secteurs porteurs de croissance et établi un plan de développement économique étalé sur plusieurs années. Celui du Sénégal a été initié en 2012 et promet l'émergence à l'horizon 2035. Une émergence qui passe inévitablement par les investisseurs étrangers. Pour en séduire de nouveau, le Sénégal compte sur ses belles performances économiques. Nous affichons aussi un produit intérieur brut par habitant autour de 1 241 $. Le Sénégal a aussi une économie compétitive au niveau de la sous-région, à savoir l'espace couvert par l'Union économique monétaire ouest-africaine. On est le 2e produit intérieur brut de la sous-région, le 4e taux de croissance, le plus faible taux d'inflation autour de 1,4% en 2013 et aussi le 3e pays récepteur d'investissements directs étrangers de la sous-région.
L'Afrique, nouvel Eldorado des investisseurs publics et privés. Un continent jeune, un sol et un sous-sol riches, des conditions d'investissement attractives. Et le Sénégal peut compter sur des atouts supplémentaires dont ne dispose pas l'ensemble des pays, la stabilité politique et des infrastructures de qualité. Le Sénégal affiche aussi un accès avec des mobilités et des infrastructures de qualité qui permettent de livrer prochainement l'aéroport international Blaise Diagne, qui se trouve à 45 km de Dakar, et aussi 5 aéroports internationaux. Ces projets d'infrastructures aéroportuaires vont conférer au Sénégal la possibilité d'absorber 3 millions de passagers par an. On a aussi un port moderne en cours d'expansion, le seul port de la sous-région qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour lequel toutes les transactions du commerce transfrontalier peuvent se faire en moins de 10 jours. Depuis des années, le Sénégal prend des dispositions pour garantir la sécurité et la prospérité des investissements. Divers instruments d'appui ont été initiés, comme la promulgation d'un nouveau code des investissements. Le Sénégal entend donc dynamiser ses infrastructures pour favoriser un développement rapide et efficace. C'est le cas également d'un autre pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, qui a investi en ce sens 17 milliards de francs CFA. Ibra Hadindiaï. L'insuffisance des infrastructures en Afrique constitue un frein à la réalisation des ambitions économiques et de développement du continent. Relever ce défi demeure pour de nombreux États africains une priorité nationale. Un objectif renouvelé par la Côte d'Ivoire. 17 milliards d'investissements ont été déjà réalisés sur ce secteur. Notre objectif est de consolider les actions qui ont déjà été engagées dans le cadre du PND 2012-2015. Et pour ce faire, nous allons continuer à travailler, à renforcer la base d'infrastructures de notre pays, que ce soit au niveau des infrastructures de transport, d'énergie, etc. Alors, sur les infrastructures de transport, la grande ligne sera le développement de notre réseau autoroutier, avec l'introduction donc de péages. Le réseau routier ivoirien doit bénéficier d'autres réalisations, des infrastructures qui permettront non seulement une meilleure fluidité du transport, mais également à désenclaver la sous-région. Nous avons déjà un financement pour un tronçon de Yamoussoukro à Tchibissou. Et aujourd'hui, nous voulons prolonger sur 65 km, ça c'est une urgence, donc de Tchibissou à Bouaké, qui est la ville donc, du centre donc, de la Côte d'Ivoire, la deuxième ville de notre pays. Et nous estimons qu'il est urgent et important de relier Abidjan, la capitale économique, à Yamoussoukro, c'est déjà fait, qui est la capitale politique, à Bouaké, qui est la deuxième ville donc, de notre pays. Le deuxième axe autoroutier, c'est l'axe du sud-ouest, sur un peu plus de 400 km, relié Abidjan donc à San Pedro. Ce sera donc la liaison entre les deux ports de notre pays, le port d'Abidjan et le port de San Pedro qui dessert tout l'ouest, y compris donc, je dirais, le Mali, donc, etc. Remettre à niveau les infrastructures de base de la Côte d'Ivoire est devenu une priorité. Objectif, permettre à la Côte d'Ivoire de conserver sa place de moteur de l'économie régionale. Pour atteindre ce but, le pays a présenté un programme national de développement à l'occasion de la 3e édition du Forum Afrique Développement qui a ouvert ses travaux ce jeudi 19 février à Casablanca, au Maroc. L'appel de Daoukro fait toujours l'actualité en Côte d'Ivoire. L'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, qui est à la tête du BDCI, avait demandé le 17 septembre 2014 aux militants de son parti de voter pour l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle de 2015. Il vient de revenir sur son message dans un livre. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'appel de Daoukro désormais expliqué dans un ouvrage. L'écrivain Faustin Toa a rédigé un livre basé sur des entretiens avec le président Henri Konan Bédié. Ce dernier, qui a procédé à la dédicace du livre, y explique pourquoi les militants du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, doivent voter pour le président sortant Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Cette alliance consacre l'alternance en 2020 entre le PDCI et le RDR, deux partis se réclamant d'Oufou-Bagny, le premier président de la Côte d'Ivoire. La poursuite de l'alliance préservera la paix et permettra au pays de poursuivre son développement. J'ai dédicacé ce livre à tous les participants et à tous les sympathisants qui sont des témoins privilégiés de l'appel de Daoukro. Je leur souhaite une bonne lecture. Pour les militants du PDCI, il faut faire connaître la vision de l'ancien président de la République pour qui aucun sacrifice n'est trop grand pour le succès de la Côte d'Ivoire. Nous allons repartir réardi, n'est-ce pas,
sur le terrain et de faire en sorte que le message donc, de l'appel soit porté dans toutes les régions, dans toutes les villes, même au niveau de la diaspora. À travers donc, ce grand programme de caravane que nous allons lancer dès les semaines à venir, nous ferons tout pour que, n'est-ce pas, ce message apporte et que le président de la République puisse passer au premier tour avec un score assez écrasant. L'appel de Daoukourou à voter pour le président Ouattara à l'élection présidentielle sera le thème central du 5e congrès extraordinaire du PDCI le 28 février 2015. Les congressistes se prononceront également sur le parti unifié regroupant les partis du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et sachez que le Sénégal et la Guinée équatoriale qui entretiennent de bonnes relations diplomatiques n'avaient jusque-là pas d'ambassade. C'est désormais chose faite. Ndiaye Salgatou a inauguré la première représentation diplomatique du Sénégal en Guinée équatoriale. Le pays a d'ailleurs 10 nouveaux ambassadeurs, dont celui du Sénégal, mais aussi d'autres pays africains, d'Asie et d'Amérique. En Afrique du Sud, la propriété terrienne fait l'objet de vifs débats, une situation qui intervient après le discours à la nation du président Jacob Zuma. Dans cette allocution, il a annoncé que les étrangers ne pourraient plus posséder de terres et seront uniquement autorisés à louer pour une période n'excédant pas 50 ans. La polémique est ouverte. Les détails avec ce sujet de Birama Saounera. En Afrique du Sud, la question foncière constitue une préoccupation pour les autorités. La réforme foncière est un défi à la fois complexe et sensible dans ces pays de l'Afrique australe. Depuis la fin de l'apartheid, tous les programmes de redistribution des terres mis en place par le gouvernement n'ont pas réussi. Aujourd'hui, le président Jacob Zuma veut accélérer la cadence de la réforme foncière et agraire. La terre n'est pas une ressource illimitée. La terre fertile, la terre agricole, ainsi que la terre pour les pâturages doivent être protégées. Le président a donc appelé à ce que la terre soit défendue contre les propriétaires étrangers. Il ne s'agit pas d'une pratique unique. De nombreux pays dans le monde appliquent une telle politique. Pour l'opposition, cette loi sur la propriété de la terre va faire fuir les investisseurs étrangers et ne va pas résoudre le problème d'accès à la terre. Cependant, pour certains analystes, cette législation permettrait à l'avenir de mieux redistribuer les terres agricoles du pays. Cette loi, si elle est adoptée, ça serait une sorte de marqueur au niveau de sa politique agraire, de sa politique agricole. Par rapport à la création des richesses, ça serait une manière aussi de permettre aux entreprises nouvelles qui arrivent de ne pas s'accaparer toutes les terres agricoles fertiles de l'Afrique du Sud, et ça permettrait à l'État d'avoir un peu de préemption sur les exploitations futures. Ça permettrait aussi à l'État éventuellement de les redistribuer. Dans un pays où la majorité de terres agricoles est exploitée par des fermiers blancs, un plan de réforme agraire avait été lancé en 1994. Ce programme, qui devait s'achever en 2014, a été repoussé en 2025. Il consistait à redistribuer 30% des terres appartenant à des fermiers blancs ou noirs, mais la pression reste forte autour de cette question, même au sein de l'ANC, le parti au pouvoir. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.